Eh ben, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Cette fois-ci, toutes les précautions ont été prises avant le début. Euh, bonjour donc, soyez les bienvenus. Donc, c'est notre deuxième session de questions-réponses qui devrait durer aux alentours d'une heure. Je vais reprendre les mêmes précautions que la dernière fois. On ne répondra évidemment qu'aux questions à caractère scientifique, hein, puisque toutes les autres questions, eh bien, on n'a pas les juste, ce n'est pas notre champ de compétences, hein, puisque je vous rappelle que je suis là tout seul devant ma webcam, mais qu'il y a derrière la formidable équipe de la méthode scientifique qui prépare tous les jours avec moi et bien tout voilà le travail proprement parlé de recherche, de lecture, de décortiquage d'études qui permettent de produire la chronique radiographie du coronavirus tous les matins. Je les salue d'ailleurs nommément. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Eve Etienne, à Alexandra Delbo, à Céline Lezen, à Noémie Daguet de Saint-Vulfranc, à Natacha Triou, à Antoine Beauchamp. Voilà, un petit salut également aux équipes du web qui permettent ce Facebook Live qui est en live également sur YouTube et sur Twitter aujourd'hui. Donc, eh bien voilà, on va commencer à essayer de répondre à vos questions que vous pouvez poser et qui sont sélectionnées pour moi arriver dans une petite boîte parce que c'est difficile, je le précise, de suivre vos échanges en direct. Donc voilà, on va commencer. J'ai dit tout ce que je voulais dire, oui, je crois. Alors, pam, 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 pam. Je vais essayer de ne pas reprendre trop les jeux. On reprendra certainement hein, quelques questions qui vont recouper celles qui ont été posées la semaine dernière, parce que vous n'étiez pas toutes et tous là, mais je vais essayer de prendre des questions un peu nouvelles pour commencer, dans la mesure de ce à quoi je peux répondre. Alors, on nous pose notamment, Alexandra Kova, la question des tests sérologiques. Quels sont les tests de sérologie les plus fiables? Quand seront-ils disponibles massivement pour le grand public? Pourrait-on en trouver en pharmacie comme un kit à utiliser seul? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que des tests sérologiques, il y en a un certain nombre qui sont en développement. Pour le moment, il est possible que vous en trouviez en vente en ligne sur Internet, mais il faut savoir qu'aucun des tests sérologiques en vente aujourd'hui n'est validé, n'a obtenu de consensus quant à sa fiabilité. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour acheter des tests sérologiques parce que les résultats ne seraient pas sûrs. Je vais vous rappeler en quelques mots la différence. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un test sérologique? C'est extrêmement important à partir du moment où on parle de déconfinement, puisque c'est un test qui va chercher dans le sang les anticorps spécifiques contre le SARS-CoV-2. Je vous rappelle que les tests aujourd'hui que l'on pratique ne sont pas des tests sérologiques, mais des tests de dépistage. Ce sont les tests PCR, c'est-à-dire un coton-tige, bon, vous le savez certainement, mais ça va toujours mieux en le rappelant, coton-tige qu'on introduit dans le nez, on va gratter au fond de la cavité nasale et on va voir si au fond de la cavité nasale, il y a du virus présent. Voilà, s'il y a du virus, c'est donc évidemment qu'on est infecté. Les tests sérologiques, eux, vont chercher les anticorps. Les anticorps, ils ne se déclarent pas tout de suite, puisque je vous rappelle que la réponse immunitaire, elle se fait en deux temps. Il y a d'abord la réponse immunitaire innée, qui est une première détection eh bien de l'antigène, du virus ou des bactéries, bref, de l'agent pathogène qui se trouve dans le sang. Et au bout d'un moment, cette réponse innée, elle gère en fait, c'est la barrière, elle gère d'ailleurs 99% des agressions extérieures. Et puis, au bout d'un moment, se déclenche ce qu'on appelle l'immunité acquise, c'est-à-dire que eh bien, des anticorps vont être créés, des immunoglobulines qui sont spécifiques vraiment au pathogène qui est visé. Et en général, cette réponse immunitaire acquise, elle se produit au bout de plusieurs jours, voire, je crois, de pas trop me tromper, on dirait que c'est 2-3 semaines en l'occurrence pour le SARS-CoV-2. Donc, si on retrouve dans votre sang des anticorps, si on retrouve dans votre sang des anticorps du SARS-CoV-2, c'est que vous avez été contaminé et donc que vous avez développé cette immunité acquise. Donc évidemment, c'est important puisque ça veut dire que vous pouvez sortir et retourner dans la vie de tous les jours sans risque de contaminer les autres puisque vous avez donc déjà été contaminé.
Voilà pour les tests sérologiques. Donc je le répète, hein, aujourd'hui, alors oui, sur la question de la date, ça va arriver très vite. Je pense que c'est une question, alors ça aussi je parle avec beaucoup de précaution, au doigt mouillé, je ne peux pas vous donner de date précise, mais je sais que les recherches sont en cours. L'avantage de ces tests sérologiques également par rapport aux tests PCR, c'est qu'ils seront beaucoup plus faciles. Le but est de mettre effectivement à disposition des kits de dépistage, donc effectivement très simple. En général, il s'agit de bandelettes, donc des petites bandes de papier avec un réactif. Quand vous posez une goutte de sang dessus, si la bandelette change de couleur, eh bien c'est qu'il y a des présences d'anticorps et donc que le test est positif, donc que vous avez acquis l'immunité. Le problème, et il faut le préciser, c'est que ces tests sérologiques ont une marge d'erreur beaucoup plus importante que les tests PCR. Un test PCR, quand vous trouvez du virus au fond de la cavité nasale, c'est qu'il y a du virus, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que le positif est forcément positif. Il est impossible d'avoir des faux positifs. Alors en revanche, vous avez certainement entendu parler de gens qui sont détectés négativement au test PCR et qui sont détectés ensuite positivement, qui ont des tests PCR négatifs puis positifs. Ça, ce n'est pas dû au test en lui-même, c'est dû au fait qu'on pense que le virus bouge en fait dans les voies respiratoires. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de virus au PCR nasal qu'il n'y a pas de traces de virus ailleurs, notamment dans les poumons. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir en fait ce doute-là. Mais un test PCR positif et un test PCR positif à 100%. Un test sérologique, il y a une marge d'erreur qui est plus importante. Il peut y avoir des faux positifs ou des faux négatifs. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à attendre bel et bien que ces tests, que des tests validés avec la marge d'erreur la plus faible possible soient annoncés et ensuite commercialisés. Et il est fort à parier qu'ils seront commercialisés. Alors il va falloir les produire évidemment, mais qu'ils vont être commercialisés de façon relativement large. Je ne sais pas si ça ira jusqu'à pouvoir faire son test PCR tout seul en pharmacie. Peut-être qu'il faudra encore passer par un laboratoire d'analyse. Mais en tout cas, ce sont des tests à réponse rapide et très facilement commercialisables. Voilà. Alors, d'autres questions. Alors, c'est donc pendant combien de temps, Evelyne Hainaut demande, c'est donc pendant combien de temps on reste positif au Covid après avoir contracté la maladie? C'était le thème de ma chronique de ce matin, donc je peux bien vous en redire un mot parce que c'est encore bien frais dans mon esprit. Je vous renvoie d'ailleurs à la radiographie du coronavirus, la chronique où toutes les chroniques sont répertoriées sur le site de franceculture.fr. Alors, combien de temps on reste positif au Covid après avoir contracté la maladie? Au Covid ou à la Covid, bon, on va arrêter de s'arracher les cheveux sur cette question. En fait, c'est compliqué, c'est dépendant de la charge virale initiale. On pense aujourd'hui, alors là aussi je vais mettre beaucoup de précautions parce que la plupart... Alors, voilà pourquoi c'est compliqué. Parce que les malades que l'on suit sont les malades qui sont hospitalisés. Donc passent sous le radar beaucoup de personnes, les personnes asymptomatiques bien sûr, mais les personnes avec des faibles ou des symptômes modérés. Avec des symptômes faibles ou modérés sont des gens qui sont finalement très peu suivis en termes de recherche médicale parce que voilà, vous êtes resté chez vous pendant 10 jours, vous avez été malade, vous êtes évidemment rentré dans le radar parce que vous avez déclaré à votre médecin traitant que vous étiez malade, mais vous êtes en dessous du radar finalement des études épidémiologiques alors que c'est beaucoup plus simple de suivre et de tester des patients qui sont hospitalisés. Donc, la réponse que l'on a pour la persistance du virus après les symptômes sont pour le moment, pour la plupart, liés à des gens qui ont fait des cas sévères, voire aigus. On a des chiffres qui donnent 20 jours en moyenne, post-symptômes cliniques, après la déclaration des symptômes. Si on ajoute les 5 jours de moyenne d'incubation, on arrive très facilement à, en tout, 30 jours de tests positifs au virus, et on sait qu'il y a des cas extrêmes qui vont jusqu'à 34 jours post-signaux cliniques. Donc c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on continue à trouver des traces virales. Attention aussi là-dessus,
qui dit trace virale ne veut pas forcément dire contagiosité. Ce n'est pas parce qu'on retrouve des traces virales au PCR que les personnes sont contagieuses, de même que d'une certaine manière, déjà ça dépend de la charge, voilà, donc c'est important de distinguer les deux. Ensuite, je parlais tout à l'heure d'une étude allemande, sur, pour le coup, des patients avec des symptômes modérés, donc non hospitalisés. Et là, la moyenne des symptômes donc, est de 8 jours. Et sur 16 patients, alors c'est là aussi, il faut faire très attention, parce que vous voyez, 16 patients, c'est une toute petite cohorte. Donc c'est des informations à prendre avec beaucoup de prudence. Sur ces 16 patients, on trouvait la moitié d'entre eux étaient encore positifs, donc avec des symptômes modérés, c'est-à-dire effectivement des gens qui n'ont pas eu besoin d'hospitalisation. La moitié d'entre eux étaient encore positifs à l'issue des 8 jours de symptômes. Donc ça veut dire que la moitié, donc 8 patients, étaient déjà négatifs au bout de 8 jours après la déclaration des symptômes. Sur les patients qui étaient encore positifs au bout de 8 jours, donc sur ces 8 patients, la moyenne de positivité est de 2 jours et demi de plus, donc en tout 10 jours et demi, avec des maximums jusqu'à 8 jours de plus, c'est-à-dire 16 jours en tout. Donc voilà, ce qu'on peut retenir, et encore avec toutes les précautions du monde, c'est que quand on parle de 14 jours de quarantaine, à partir du début des symptômes, c'est raisonnable. C'est compte tenu des moyennes que l'on a pour des symptômes, et je parle bien pour des symptômes modérés, hein, je ne m'exprime pas pour les formes aiguës et sévères, se dire qu'à partir du moment où on a déclaré les symptômes, imaginez qu'on est contagieux pendant 15 jours, ça paraît être, dans l'état actuel de nos connaissances, une durée relativement raisonnable. Voilà. Voilà. Je peux conclure cette partie-là en disant que vraisemblablement, là aussi, selon les informations dont on dispose aujourd'hui, il n'est pas irraisonnable de penser que la contagiosité est symptôme dépendant. C'est-à-dire que plus on a de symptômes, plus on est contagieux, plus longtemps. Moins on a de symptômes, moins on est contagieux, moins longtemps. J'en parlais tout à l'heure justement à propos de la réouverture des écoles et des enfants. D'ailleurs, on va en reparler, je pense, parce que c'est une question qui, à mon avis, doit préoccuper pas mal de monde. On a les personnes peu ou pas symptomatiques, contrairement à ce qu'on imaginait au début, hein, parce qu'il y a encore peu de temps, on disait que les personnes asymptomatiques étaient responsables de beaucoup de contagions. Eh bien, il semblerait, aujourd'hui, preuve que voilà, la science n'est pas exacte dès le début et qu'elle s'adapte en temps réel, il semblerait que les personnes peu ou asymptomatiques soient en fait moins contagieuses que ce que l'on imaginait au début. Pour ces raisons-là, c'est-à-dire d'une parce que leur charge virale serait plus faible, et ensuite pour des raisons somme toute relativement logiques, qui est que puisque ces personnes n'ont pas de symptômes, elles ne toussent pas, elles n'éternuent pas, donc elles excrètent moins de virus, donc elles le transmettent moins. Voilà, tout cela est conditionnel, mais voilà. Alors, je vais dire un mot aussi des enfants, puisque je pense que c'est aussi une vraie préoccupation, tant pour les parents d'élèves que pour les professeurs. Effectivement, on peut se poser cette question de dire pourquoi est-ce qu'on va réouvrir les classes et mettre 20 ou 30 enfants dans une classe de 20 mètres carrés sans que ça pose problème, et dire qu'on ne réouvre pas les restaurants où on met 15 personnes dans 60 mètres carrés, ça pose problème. Eh bien justement pour ces raisons de contagiosité. On a longtemps pensé que les enfants étaient, alors attention, des réservoirs viraux. On parle de réservoirs viral pour les animaux, donc même si nous sommes tous des animaux, on va essayer de ne pas comparer les enfants et les pangolins, ce ne sont pas tout à fait les mêmes espèces de mammifères. Pardon. Donc, les enfants ne sont pas des réservoirs viraux, et par ailleurs, comme les enfants sont peu ou pas symptomatiques, on a aujourd'hui le sentiment que finalement les enfants se contaminent très peu entre eux.
malgré l'absence de mesures de sécurité, de mesures barrières, etc. On a aujourd'hui, selon les données épistémiologiques dont on dispose, le sentiment que la contamination va plutôt dans le sens adulte-enfant que dans le sens enfant-adulte. Et que finalement, les enfants, effectivement, se contamineraient moins que les adultes, ce qui pourrait expliquer cette décision, enfin finalement les deux décisions, c'est-à-dire qui pourrait expliquer qu'au début on pensait que c'était des foyers épidémiques, donc fermeture des écoles. Aujourd'hui, avec des mesures encore très partielles, mais qui viennent de sources différentes, on a le sentiment que, à l'inverse, les enfants se contaminent relativement peu entre eux, ce qui pourrait expliquer cette décision de rouvrir les écoles. Il va sans dire que cette décision de rouvrir les écoles, bon, vous l'avez certainement entendu, mais là, ça n'est plus de mon ressort, s'accompagnera voilà, de précautions, de port de masque pour les adultes, de pas mettre tous les enfants dans la même salle en même temps, de classes divisées, bref. Ensuite, c'est un problème politique, donc ça n'est plus de notre ressort. Mais en tout cas, voilà, sur cette notion de contagiosité des enfants, corrélée à ces indices autour de la charge virale, il est vraisemblable que les enfants soient non seulement moins le foyer épidémique que l'on imaginait, mais finalement également pas tellement ce bouillon de culture pour des raisons qui là aussi sont encore relativement troubles. Un petit café dans un mug que je vous laisse apprécier. Faut pas dire un mug, faut dire une tasse, je me suis fait taper sur les doigts. Alors, d'autres questions. Oui, alors du coup, Liz Anderson demande si la charge virale, à propos de la charge virale, est-ce pour cela que les soignants risquent beaucoup plus que les autres? Oui, vraisemblablement. Les soignants sont en permanence au contact de gens qui sont hospitalisés, donc qui sont dans des formes aiguës et sévères, donc avec des charges virales très hautes, donc baignent finalement, et c'est pour ça l'importance des masques FFP2 pour les soignants, c'est-à-dire des masques qui filtrent dans un sens et dans l'autre, pour essayer au maximum, et puis qui sont étanches aussi, c'est ça l'important des masques FFP2, pour ne pas... ils baignent vraisemblablement, pour le coup, dans une atmosphère qui est chargée et beaucoup plus saturée de présence virale que tout un chacun, en fait. Et si cette contagiosité entre guillemets symptômes dépendante est confirmée, et bien évidemment plus les gens sont malades, plus ils sont contagieux, notamment dans la première semaine, dans les 8 premiers jours de l'infection, et donc bien les personnels soignants qui sont au contact de ces personnes très malades, eux, sont exposés évidemment à des charges virales très élevées, et donc il y a des risques de contamination très élevés. Voilà pour Liz Anderson. Alors, d'autres questions. Alors donc on me pose cette question-là. Alors, combien de temps? Alain Pacadis pose cette question. Combien de temps peut durer cette immunité acquise dans la mesure où l'OMS évoquerait une possibilité de recontamination? Alors, et puis on me demande également un update sur les tests en cours et sur les essais cliniques en cours, notamment l'essai Discovery, sur lequel je reviendrai dans un instant, mais ce sera par ailleurs la chronique de demain. Donc d'abord, l'immunité acquise, la durée d'immunité acquise. Vous avez peut-être vu passer effectivement des cas en Chine, au Japon, en Corée du Sud, de patients qui étaient a priori guéris et qui sont testés à nouveau positifs. Il y a une étude, non, c'est pas une étude d'ailleurs, il faut faire attention à ça. Il va y avoir une étude lancée en Corée du Sud parce que c'est la Haute Autorité de Santé qui a annoncé effectivement le diagnostic de 91 patients testés positifs alors qu'ils étaient considérés comme guéris. Pour être considérés comme guéris, il faut tester négatif au PCR à 24 heures d'écart à la sortie, enfin une fois sorti de l'hôpital. Donc, c'est une question que vous imaginez évidemment très sensible. Pour le moment, il faut là aussi prendre beaucoup de précautions. Dans l'état actuel des choses, on n'a pas
de preuve flagrante de ce qu'on appelle une recontamination ou une réinfection. C'est-à-dire de quelqu'un qui aurait attrapé la maladie, qui en aurait guéri complètement et qui, un certain temps après, réattraperait la maladie. C'est-à-dire serait à nouveau en contact de l'agent infectieux, du virus, et redévelopperait la maladie comme si elle n'avait d'ailleurs attrapé, comme si elle n'avait eu aucune forme d'immunité. Pour le moment, on pense à deux choses. On pense, pour ces cas-là, alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que statistiquement, épidémiologiquement, si on ne développait aucune immunité, s'il n'y avait pas d'immunité au SARS-CoV-2, ou très peu, ou une immunité très faible, en fait, on ne parlerait pas de 91 personnes en Corée du Sud, on parlerait de centaines, voire de milliers de cas, c'est-à-dire de gens qui se réinfectent immédiatement. C'est-à-dire que statistiquement, ça irait très très vite. On se rendrait compte tout de suite que qu'il n'y a pas d'immunité et que les gens retombent malades immédiatement en sortant de l'hôpital ou dès qu'on déconfine. Donc, pour le moment, l'épidémiologie et la statistique vont plutôt dans le sens de quelque chose d'assez rassurant, de dire il y a forcément une immunité. Il y en a pour tous les autres coronavirus, il y en a pour le SARS-CoV-1, il y en a pour le MERS-CoV, il y en a pour les rhinovirus, donc il n'y a pas de raison. Alors, ça n'est pas une preuve, hein, attention, ce n'est pas corrélation, n'est pas conséquence, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'immunité pour le SARS-CoV-2, on l'aurait constaté. Il y a deux possibilités. Il y a la première possibilité qui est celle toute bête d'une rechute, c'est-à-dire que, comme je vous l'expliquais, les tests PCR testent la cavité nasale, mais il est possible que ces tests PCR soient négatifs dans la cavité nasale, mais qu'il reste en fait finalement une présence virale dans d'autres organes, notamment dans les poumons, et que ces personnes-là fassent simplement une petite rechute, comme ça peut arriver pour la grippe, par exemple. Voilà, il faut faire attention parce qu'on a très peu d'éléments pour le moment. C'est pour ça que la Corée du Sud a demandé une étude complète. On a très peu d'éléments. On ne sait pas qui sont ces personnes. On ne sait pas quel âge elles ont, on ne sait pas quelles sont leurs comorbidités, on ne sait même pas combien de temps, la déclaration coréenne dit quelques temps après leur sortie de l'hôpital, mais on ne sait pas combien de temps après la sortie de l'hôpital, donc on n'a vraiment pas du tout assez de données pour pouvoir généraliser sur ces 91 cas. Donc le premier cas possible, c'est une rechute, c'est-à-dire imaginons que finalement statistiquement sur les personnes un peu plus immunodéprimées que la moyenne, ou je ne sais pas, et ben d'un seul coup, voilà, il restait une petite présence virale qui n'a pas été totalement éradiquée, un système immunitaire un peu faiblard, et il y a une résurgence virale. Autre chose intéressante et importante à savoir, c'est que dans ces cas, les personnes qui, a priori, pour le moment, compte tenu de ce que l'on connaît, redéclarent la maladie, ne redéclarent pas de forme plus sévère que la première fois. C'est-à-dire que ils redéclarent une forme de maladie, je ne pourrais pas vous dire moins grave, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'est jamais plus sévère, et je pense que c'est, dans l'ensemble, plutôt moins grave que lors de la première contamination. L'autre possibilité qui est explorée, c'est la possibilité de réservoirs viraux. C'est-à-dire, donc ce n'est pas de la recontamination, c'est de la résurgence virale. Qu'est-ce que c'est que la résurgence virale? C'est connu aussi assez bien dans un certain nombre de maladies. Eh bien, c'est que lorsqu'on a contracté un virus, le virus, on s'en débarrasse, il arrête de circuler dans le sang, mais il va aller se cacher dans certaines cellules, dans certains organes. Il va aller se cacher et vraiment se mettre en dormance complète, c'est-à-dire qu'il ne produit plus rien, il est juste dans un coin, planqué, il ne produit plus aucune forme de protéines, donc en fait le système immunitaire ne le voit plus, il devient invisible. Et à l'occasion un événement particulier, l'arrêt d'un traitement, un petit coup de déprime immunitaire, un petit coup de fatigue, un petit coup de stress, pouf, d'un seul coup, il rentre à nouveau en activité, et donc on a un retour de quelques symptômes. C'est ce qui se passe pour l'herpès, notamment. Alors, voilà, c'est l'autre option, la possibilité de réservoirs viraux. On sait que les reins, notamment, présentent beaucoup des récepteurs ACE2, qui sont ces récepteurs qui sont les portes d'entrée du virus dans les poumons. Donc peut-être qu'il y aurait des réservoirs viraux dans les reins. Voilà, rechute,
Réservoirs viraux, pour le moment, on n'en sait rien. La Corée vient de lancer une étude sur ces cas-là, sur d'autres cas. Donc on devrait le savoir bientôt. En tout cas, pour le moment, tous les virologues et les épidémiologistes disent qu'il n'y a pas de matière à s'inquiéter là-dessus, qu'il y a bien une immunité, et que ces cas sont des cas, pour le moment, très isolés. Et donc, si effectivement quelques personnes ont, puisque je parle de la Chine et de la Corée qui ont connu les premières vagues hein, d'épidémies, donc qui sont un peu en avance sur la chronologie par rapport à nous, s'il y a quelques personnes qui déclarent une autre forme d'immunité, une immunité moins efficace, ça restera tout de même minoritaire. Voilà, voilà. Alors, que me dit-on? Ah oui, 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 oui. Alors, sur les groupes sanguins. Alors, sur les groupes sanguins, je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que je n'ai pas travaillé la question à fond. Peut-être que je vais demander un petit coup de pouce, pour le coup, à mon équipe de la méthode scientifique, éventuellement, de me faire un petit résumé. Je vais prendre une autre question là-dessus. Effectivement, j'ai vu passer, hein, j'ai vu passer ces études. Enfin, j'en ai vu passer une, en fait, sur le groupe O, qui serait moins sensible que le groupe A. Et je ne veux pas vous dire de bêtises, donc c'est pour ça que je vais demander un petit coup de pouce à l'équipe de la méthode, parce que je crois que c'est attesté pour les groupes sanguins dans d'autres maladies, et que il me semble que le groupe O et le groupe O+, a un certain nombre de résistances un peu plus élevées statistiquement que les groupes A, mais on va y revenir une fois que j'aurai des éléments pour vous répondre à ça. Alors, la réserve virale Maïsan me pose des questions sur la réserve virale chez un individu. Je viens d'y répondre. Et alors, me demande, pour avoir des rechutes ou des maladies chroniques liées, certains spéculent sur des encéphalomyélites myalgiques dues à ce virus. Alors ça, je ne sais pas du tout. Ça, vraiment, je n'en ai aucune forme d'idée. Je ne vais pas donc vous dire de bêtises. Sur les séquelles, je crois qu'effectivement, on a pu constater de manière très faible des petites séquelles, je crois, pulmonaires pour les formes les plus graves. Mais ça aussi, je pense qu'il faut faire assez attention. Et en fait, pour toutes ces choses-là, le problème majeur, c'est que on n'a pas de visibilité dans le futur, si vous voulez. C'est-à-dire que ce virus, il est nouveau. Et que pour pouvoir parler de séquelles, c'est-à-dire de conséquences au long terme, il faut être dans le long terme. Or, on n'est pas du tout dans le long terme encore pour le moment. Donc, on n'a pas de réponse parce que les seules réponses que l'on peut avoir, les seuls, non pas réponses, mais les seuls éléments de réponse que l'on pourrait avoir sont des éléments de réponse comparatifs, c'est-à-dire de dire comment s'est comporté, quelles réponses on peut apporter avec notamment les deux coronavirus les plus proches qui sont le SARS-CoV-1 responsable du SRAS et le MERS-CoV qui est responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, mais qui sont, comme comme on peut le constater en termes juste épidémiologiques, très très distincts du SARS-CoV-2. Donc, vous répondre, enfin toute personne d'ailleurs qui peut et qui va produire un discours en disant voilà ce qui va se passer et on sait ce qui va advenir ou ce qui va advenir sur le long terme, et quelqu'un qui soit vous raconte des cracks, soit veut se faire de la publicité, mais en fait, de facto, on ne peut pas dire aujourd'hui se projeter sur le long terme, puisque on est contraint à n'avoir que le recul qui est celui des premiers pays contaminés, à savoir la Chine et les pays du Sud-Est, dont je vous rappelle que l'épidémie a commencé au mois de décembre. Alors, je vois quelques références sur... voilà. Alors, voilà, sur les groupes sanguins. Donc c'est une prépublication déjà. Donc alors une prépublication, je vous rappelle que la différence entre les prépublications et les études, puisque tout va très très vite, une étude publiée dans une revue à comité de lecture, c'est une étude qui a été revue, ce qu'on appelle par les pairs, donc par des spécialistes du même domaine, qui lit l'étude, qui regarde les graphiques, qui va apporter des observations, etc., qui vont aboutir à corriger le papier et in fine à le publier si on estime que l'étude est suffisamment solide.
Vous entendez beaucoup parler de pré-publication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sites comme Archive pour la physique, en l'occurrence medRxiv pour la biologie et la médecine, où les chercheurs peuvent déposer leurs études en attente de publication. Donc ça veut dire que ces études-là, elles n'ont absolument pas été revues. Néanmoins, sur ces sites, euh, qui sont consultés par les chercheurs et les scientifiques, eh bien, il peut y avoir des commentaires qui sont mis et qui peuvent, voilà, qui peuvent enjoindre les auteurs de modifier, de dire attention, là, ton graphique n'est pas précis, etc. Mais ce ne sont pas encore des études, disons, validées par la communauté scientifique. Néanmoins, certaines de ces études, en général, sont en prépublication et annoncent parfois la date de la publication de leur papier. Donc, il y a des études plus ou moins solides, mais certaines études prépubliées sont parfois retirées, ce qui a été le cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de l'épidémie, quand des chercheurs indiens avaient dit qu'ils avaient retrouvé des séquences du virus HIV dans le SARS-CoV-2, ce qui a alimenté les théories conspirationnistes les plus délirantes sur la création du virus en laboratoire. Or, ça n'avait évidemment pas de sens, puisque vous imaginez que sur des bases, voilà, sur l'idée, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est que c'est retrouvé sur 30 000 bases nucléiques, 4 lettres qui sont dans le même ordre, c'est comme trouver sur 30 000 mots dans un roman, le mot chat que vous pouvez retrouver chez Proust, ou chez Huysmans, ou chez Barbet d'Aurevilly, ou chez Marc Lévy. Et c'est pour autant pas tout à fait la même chose. Donc, c'est pas parce qu'on retrouve 4 bases nucléiques dans le virus HIV et qu'on retrouve les mêmes dans le SARS-CoV-2 qu'il y a un lien entre les deux. Et ça, c'était prépublié, et ça a été retiré face à la bronca que ça a suscité dans la communauté scientifique. Ce qui me ramène au groupe sanguin. Décidément, ça diverge beaucoup. Donc voilà, donc c'est une étude chinoise qui est prépubliée sur le site medRxiv. Et sur 2173 patients infectés par le Covid-19 de 3 hôpitaux de Wuhan et Shenzhen, ils en ont conclu que le groupe sanguin A est associé à un risque plus élevé de contracter la Covid-19 par rapport aux autres groupes sanguins, alors que le groupe O est associé à un risque plus faible. Alors oui, la question c'est... Oui, mais il me semble que ça aussi, ça a été... alors, j'ai pas de... Ça, c'est les informations qu'on vient de me transmettre. Je ne sais pas quelle est la variabilité de ce risque, si le risque se joue à quelques pourcents. Je ne sais pas si c'est significatif. On peut dire que bon, c'est 2173 patients, donc c'est une cohorte moyenne, qui n'est pas une cohorte immense pour de l'épidémiologie, mais bon, tout à l'heure je vous parlais d'une étude sur 16 patients, donc vous voyez qu'on est quand même là sur quelque chose d'un peu plus élevé. Je pense que... j'arrive pas à savoir si... ah voilà, c'est ça. On vient de me transmettre les datas. 38% dans le groupe A, 26% dans le groupe B, 10% dans le groupe AB et 26% dans le groupe... Et 26% du groupe O. Alors attendez, ça c'est le nombre de patients dans les groupes. Donc ensuite, il faudra étudier ça d'un peu plus près. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'il y ait... Voilà, oui, c'est-à-dire que... Voilà, exactement. Donc, excusez-moi, je reviens, je vais essayer d'être un peu plus clair. 38% contaminés dans le groupe A par rapport à 32% dans la population de cette étude et 26% contaminés. Non, attendez, j'ai du mal à lire ces chiffres, je vous raconte n'importe quoi. Bon, bref, toujours est-il, on ne va pas s'enferrer dans les détails de ces chiffres. Il y a un peu moins, effectivement, de contamination du groupe O, mais je ne crois pas que ce soit absolument totalement significatif. Et je pense, par ailleurs, que ça a déjà été constaté pour des raisons de glycoprotéines de surface et que les patients qui ont le groupe O sont moins sensibles à un certain nombre de maladies. Bon, tout ça est à confirmer, mais je ne veux vraiment pas vous dire de bêtises, donc on va passer à une question que je maîtrise un petit peu mieux. Alors, voilà, c'était une question d'Emmanuel Ferrari. Le virus, Catherine Inta me demande le fait que le virus semble se développer moins vite en Afrique peut-il être le signe que le Covid-19 craint la chaleur? Alors, on va redire un mot sur la saisonnalité. Puis ensuite, j'aimerais bien vous faire un petit récap aussi sur Discovery et sur les premiers résultats des recherches en cours, parce que je pense que c'est important, même si on y reviendra demain plus abondamment dans la chronique
dans la chronique de demain matin. Alors, donc, la saisonnalité. Le virus semble se développer moins vite en Afrique. Comme toujours, en épidémiologie, il n'y a pas... On ne peut pas expliquer les phénomènes par une seule variable de paramètres. Ça n'est jamais le cas. Il y a énormément de paramètres. Par exemple, ce qu'on entend beaucoup, beaucoup dans les médias qui ont tendance, d'information générale, qui ont tendance à comparer, par exemple, les taux de mortalité entre différents pays. Rien que ça, comparer les taux de mortalité, vraiment, en fait, on est aux frontières du non-sens épidémiologique. Je caricature un peu, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que le nombre, encore une fois, de paramètres qui conduit à une surmortalité est infini. Enfin, infini. Immense, en tout cas. Ça va des choses les plus évidentes, l'âge de la population. Plus une population est vieillissante, bien, de facto, plus les personnes qui sont des personnes à risque eh bien, sont susceptibles de mourir en plus grand nombre. Ça va évidemment avec l'état général de la santé de la population. Une population avec un plus fort taux d'obésité, par exemple, est plus exposée. Ça va avec la structure du système de santé. Évidemment, un pays où le système de santé est mieux développé, où il y a plus de lits en réanimation, va mieux réussir à encaisser la vague épidémique qu'un pays où le système de santé est dans une sorte de déréliction. Ça va évidemment avec les mesures politiques de confinement qui ont été prises dès le début ou pas de l'épidémie, ça va avec la disponibilité du matériel, ça va, pourquoi pas, on l'imagine aussi, avec peut-être certaines variantes génétiques qui nous seraient encore reconnues de certains groupes de population dans certaines régions qui peuvent d'un seul coup créer au contraire des résistances ou des surmortalités. Ça va avec également, par exemple, on a vu que le BCG pouvait avoir un facteur protecteur, donc il y a des pays qui vaccinent encore contre le BCG. Vous voyez, le nombre de paramètres pour pouvoir comparer la mortalité des pays, ça va avec évidemment le nombre de dépistages. Plus on dépiste, plus on a une vision générale du nombre de personnes infectées dans la population, et plus le taux de mortalité rapporté au nombre de personnes dépistées est faible. Bref, en fait, comparer les taux de mortalité d'un pays à l'autre, pour dire ça se passe mieux, ça se passe moins bien, c'est un tour de passe-passe journalistique qui, à mon sens, devrait être évité. Pour ce qui se passe de l'Afrique, l'Afrique, il y a plusieurs choses. Justement, dans les paramètres que je viens de vous citer. Alors déjà, l'Afrique, c'est un continent, donc c'est difficile de généraliser pour un pays. Donc imaginez à l'échelle d'un continent, c'est encore plus compliqué. Par ailleurs, en Afrique, vous pouvez dire qu'il fait chaud partout, mais enfin, je veux dire, en Afrique, il y a quand même une certaine latitude entre le nord et le sud, et ça n'est pas le même climat du nord au sud. Notamment, toute la partie, tout l'hémisphère sud est en train de rentrer et va rentrer dans quelques semaines dans l'hiver, alors même si c'est pas un hiver continental comme en Europe, bref, peu importe. Donc, on peut dire qu'en général, sur des statistiques très larges et très vastes, effectivement, la population est un peu moins âgée en Afrique, donc moins de personnes âgées. Il y a cette question du BCG, manifestement. Bref, c'est trop facile et c'est trop simpliste de dire « Ah il fait chaud, donc il y a moins de virus ». La saisonnalité du virus, comme je l'expliquais dans une chronique la semaine dernière, elle est pour le moment relativement difficile à établir. Il est possible qu'elle existe, il est possible qu'il y ait une légère variante saisonnière. Néanmoins, on sait que le virus a circulé au début à Singapour, à Hong Kong, où il faisait pas loin de 30 degrés. Ensuite, on sait que il y a deux paramètres, si vous voulez, qui rentrent en compte pour la saisonnalité. Le soleil et la chaleur, hein, les rayons UV du soleil, ça détruit le matériel génétique, qui sont fragiles, hein, les virus résistent peu, enfin en général les pathogènes, la sécheresse de l'air qui tend à aider à la propagation des gouttelettes, puisque plus l'air est humide,
Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Non, plus l'air est sec, excusez-moi, plus l'air est sec, plus les gouttelettes se propagent, parce que quand l'air est humide, eh bien voilà, il y a de l'humidité dans l'air, donc les gouttelettes s'agrègent et elles chutent plus vite. Par ailleurs, vous voyez bien qu'en France, depuis un certain temps, il fait un temps radieux, qu'on a plus de 20-30 degrés à l'échelle du pays. Est-ce que ce beau temps va aider? Pareil, mettre ça de côté par rapport aux mesures de confinement, enfin, de facto, c'est quasi impossible. Il y a peut-être une petite variante saisonnière, mais en tout cas, pour le moment, il est trop tôt pour l'affirmer de manière pérenne et certaine. Un petit peu de café froid pour Bibi, hop là. Mmh. Délice du café froid. Alors, on me pose des questions sur l'origine naturelle. Ah non, alors oui, non. L'origine naturelle de ce coronavirus, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Le passage de la barrière animale, le réservoir viral chez la chauve-souris, le passage à une autre forme de mammifère, vraisemblablement le pangolin. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que on me pose des questions sur la mutation. La mutation. Je vais revenir sur la mutation. Je vais vous dire un mot quand même sur Discovery. Arnaud Bonafos qui nous dit hello, petite question voilà, qui nous a envoyé hier par Twitter. Pourrait-on avoir un statut sur les tests en cours pour identifier des traitements à la Covid-19? A-t-on de premiers résultats? Alors, sur Discovery, on vous en a beaucoup parlé. Et effectivement, les résultats ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe? On a entendu beaucoup de choses, on a entendu qu'il manquait certains médicaments, on a entendu qu'il y avait des patients qui ne voulaient pas rentrer dans l'essai, qui ne seraient pas de l'hydroxychloroquine à cause de tout le battage médiatique, etc. Évidemment, comme toujours, ça n'est pas univoque et ça n'est pas un seul, une seule raison. On devait avoir des résultats la semaine dernière, il y a 10 jours, on n'a rien eu. Pourquoi? Alors, la première chose, c'est que il y a eu des problèmes de recrutement. C'est-à-dire qu'ils ont, en tout 3200 patients devaient être inclus dans l'essai. Le week-end dernier, on était à seulement 630 inclusions et il risque de falloir encore 3 à 4 semaines de recrutement pour arriver à ces 3200 patients. Par ailleurs, alors, parce que, bon, pour un certain nombre de raisons, vraiment, je vais vous renvoyer, j'ai un peu travaillé dessus aujourd'hui, mais ce sera vraiment la chronique de demain matin, donc si vous voulez avoir plus de détails précisément, je vous donnerai ça demain matin. Là, je vais vous donner vraiment les quelques lignes sur lesquelles je suis calé et ce que je peux vous dire. Donc, voilà, il y a donc déjà pour le moment un problème de recrutement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que de toute façon, une fois que ces recrutements seront faits, il va falloir encore attendre de toute façon au moins 3 à 4 semaines pour avoir les premiers résultats. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, on n'aura certainement de toute façon pas de résultats pour le moment avant fin avril. On sait, et je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, qu'il y a eu aussi un certain nombre d'effets secondaires indésirables sur l'hydroxychloroquine, mais aussi sur la combinaison lopinavir, je crois. Bref, je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que j'ai pas suffisamment bien bossé encore cette question-là. Donc on y reviendra demain. Et voilà, je vous enjoins d'écouter la chronique de demain matin pour avoir plus d'informations sur ces avancées. On va faire demain, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que demain, on fait un point sur la recherche thérapeutique, sur les remèdes, et la semaine prochaine, on fera un point sur l'avancée de la recherche, sur la vaccination cette fois, hein, puisque ce sont bien deux branches séparées. Alors... oui, alors Jérémy Guillaume, alors qui renvoie vers un article chinois. J'en parlais ce matin d'ailleurs dans la chronique sur les 84 de cas asymptomatiques. Je vous en parlais tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus. 78% de cas, mais sur une toute petite cohorte, sur 166 patients. Donc 166 patients vraiment pour pouvoir tirer
166 patients, dont 130 auraient été asymptomatiques. Il faut faire très 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 attention, c'est vraiment pas du tout assez important pour pouvoir extrapoler à l'échelle de la population totale. Ce que ça ouvre comme porte en revanche, c'est qu'effectivement, le taux de patients asymptomatiques soit un peu plus élevé que les 30% que l'on avait retenu jusqu'à présent, mais c'est à mettre en corrélation avec aussi l'idée selon laquelle ces patients asymptomatiques seraient finalement moins contagieux que ce que l'on pensait au début. Voilà. Alors, on repose... Julien Lebas repose une question sur la possibilité de mutation du virus. Est-ce que cela est possible? Qu'est-ce qui influence cette mutation? Et en particulier, plus le nombre de cas augmente, plus le virus augmentera sa probabilité de mutation de manière significative. Alors, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que les virus, ça mute tout le temps. Ça mute beaucoup. Pour des raisons que je pourrais vous expliquer. Je vais essayer de faire ça de manière un peu synthétique. À chaque réplication virale, si vous voulez, alors, on va revenir d'abord à la réplication du matériel génétique. Quand nos cellules se divisent, ce qui nous arrive souvent, l'ADN, donc vous savez, il se sépare en deux branches, il est copié, pouf, et ces mécanismes de copie d'ADN, dans les cellules, il y a des mécanismes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des mécanismes de correction. C'est-à-dire que si jamais il y a une petite erreur de transcription, on échange une base pour une autre, il y a une sorte de relecture qui permet de corriger les erreurs pour éviter que les cellules soient mutées et que ça fasse n'importe quoi. La plupart du temps, les virus, eux, qui sont des organismes beaucoup plus simples, avec des petites branches d'ADN ou d'ARN en l'occurrence, puisque je vous rappelle que le SARS-CoV-2 c'est un virus à ARN, eh bien n'ont pas ces mécanismes de correction d'erreurs. Ce qui fait que quand ils sont transcrits, eh bien, il y a des bases qui changent. Et c'est d'ailleurs, en général, ça qui peut faire que les virus mutent vite et qu'il soit difficile de trouver des vaccins. C'est ce qui est le cas pour la grippe, c'est ce qui est le cas aussi pour le VIH. Le VIH mute énormément, donc c'est quasiment impossible de trouver un vaccin unique parce que le virus change trop. Voilà. Mais pour les coronavirus, alors là aussi je vais parler avec beaucoup de précautions. On a une étude qui nous a été envoyée d'ailleurs par un chercheur français qui nous montre que qu'il y aurait a priori un mécanisme de correction à l'intérieur du code ARN du SARS-CoV-2, ce qui expliquerait qu'il y a relativement peu de mutations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, sur le fantasme de la mutation, il faut expliquer quelque chose. C'est que l'idée que le virus mute et devienne plus méchant, plus agressif, plus virulent, elle est globalement fausse. Déjà, dans la majeure partie des cas, donc à tous les cycles de réplication virale, c'est-à-dire 4 fois par jour, pardon, de mémoire, il y a plein de mutations, et la plupart, une énorme partie de ces mutations sont délétères pour le virus. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça change un bloc d'un des 15 gènes, et d'un seul coup, bien, le gène ne fonctionne plus, et le virion qui est créé, du coup, n'est plus viable et meurt. Donc la plupart de ces changements random, donc au hasard, vont dans le sens de la non-viabilité. Ensuite, de temps en temps, et c'est la sélection naturelle, de temps en temps, il y a une mutation qui, par hasard, comme il y en a quand même beaucoup, va être avantageuse. Donc ça veut dire qu'elle va être sélectionnée parce que les virus vont un peu mieux résister que les autres virus. Donc du coup, ils vont être mieux sélectionnés et ils vont se répliquer. Je peux vous renvoyer, d'ailleurs c'est intéressant parce que vous pouvez voir... donc ça crée des isolats en fait. On ne parle pas vraiment de souches, c'est des isolats. Je peux envoyer sur un site qui s'appelle nextstrain.org, nextstrain.org, et vous allez voir là, depuis la Chine, toutes les différents isolats qui se sont créés en fonction des populations et qui sont des légères variations, des légères mutations du virus. Mais dans l'ensemble,
mais dans l'ensemble, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la logique virale, alors, les virus n'étant évidemment pas des êtres pensants, hein, on ne va pas leur donner des intentions conscientes, mais la logique virale va plutôt dans le sens d'une atténuation. C'est-à-dire qu'en règle générale, un virus, au cours de son évolution, va plutôt dans le sens d'une préservation. Or, moins un virus est virulent, moins il est mortel, plus il peut se répliquer et plus il peut survivre et se développer. Donc, les virus émergents sont souvent, la plupart du temps, avec évidemment des exceptions, plus virulents à leur apparition qu'après plusieurs cycles de réplication. Une théorie, alors je parle bien de théorie là aussi, avec toutes les précautions épistémiques du monde, serait, et c'est plusieurs infectiologues nous en ont parlé, que ce SARS-CoV-2 soit en fait, finalement, une forme initiale de ce qui deviendra plus tard un rhume. Alors je ne sais pas s'il faut dire rhume ou grippe, puisque vous savez que les rhumes, hein, les rhumes courants sont des coronavirus aussi. Il n'est pas impossible, en tout cas, avec toutes les précautions du monde, que les rhumes que nous avons aujourd'hui aient été, à leur apparition, un peu comme ce SARS-CoV-2, comme ce coronavirus, c'est-à-dire beaucoup plus virulent, et qu'au fur et à mesure de leur transmission et de centaines et de milliers d'années de transmission, ils soient devenus dans cette forme atténuée qui est celle de nos rhumes aujourd'hui. C'est une hypothèse qu'il faut prendre avec évidemment toutes les précautions du monde, mais c'est une hypothèse qui n'est pas exclue, et beaucoup de virologues pensent que de toute façon, le SARS-CoV-2 va aller progressivement dans le sens d'une atténuation de ces symptômes. Voilà. Pour les mutations, il faut bien comprendre que plus un virus tue rapidement, moins il peut se développer, et donc moins il est efficace en termes de stratégie stricto sensu darwinienne, quoi. Voilà. Alors, Guillaume Chapelot. Bonjour Guillaume. Vous avez lu une publication qui disait qu'il fallait 60% de personnes immunisées pour sortir confortablement du confinement. Alors confortablement, la notion de confortablement était évidemment un peu complexe. Nous en sommes à 6%. Alors, c'est ça, on va reparler un peu d'immunité de groupe. Docteur Ahmed Banaslim pose cette question aussi sur l'immunité de groupe. Et Sophie d'Avignon me pose également des études en cours en France ou en Europe sur l'immunisation supposée ou avérée des personnes ayant contacté la Covid-19. Alors, que vous dire alors, les 6% de personnes immunisées, ce serait pour la région Île-de-France. J'ai entendu le ministre de la Santé parler également de 10% de personnes asymptomatiques, je crois. Alors, je ne sais pas d'où sortent... Enfin, si, les 6% en Île-de-France, c'est des chiffres de Santé publique France, donc ça, oui. Mais 6% de cas recensés, c'est-à-dire que dans ces 6%, il me semble, hein, je parle évidemment sous le contrôle de ma petite équipe de luxe, je crois que ça ne prend pas en compte, tout le monde. C'est-à-dire que je ne sais pas qui rentre dans ces 6%. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut pas prendre en compte les personnes asymptomatiques de facto, puisqu'elles ne le savent pas. Je ne sais pas en quelle mesure ces 6% ne correspondent que aux personnes qui ont été testées positives en milieu hospitalier, ou si elles incluent la base déclarative des personnes qui se sont dites atteintes à leur médecin traitant en téléconsultation. Ça, je veux bien que l'équipe de luxe vérifie ça, si ça inclut les deux populations. Donc, la question plus globale, c'est que on dit
qu'il faut 60% de la population immunisée pour atteindre l'immunité de groupe. Pourquoi ces 60%? C'est lié au R0, c'est-à-dire au taux de reproduction du virus, qui dit qu'aujourd'hui, une personne contaminée en contamine grosso modo 2,5, 3. Il y a des études qui ont revu ce chiffre très très nettement à la hausse, en augmentant plusieurs paramètres. Je pense qu'il faut être assez prudent là-dessus. Le consensus aujourd'hui est toujours autour d'un R0, c'est un taux de réplication de 2,53. Et donc c'est vraiment juste un calcul. Hein, si à partir du moment où voilà, je vous fais le calcul vite fait. Si le taux de réplication est de 2,5 et que 50, donc ça veut dire une personne contamine 2,5 personnes et que 50% des personnes sont immunisées, eh bien le taux de réplication est de 1,25. Et donc, si on arrive à 60%, on fait passer le R0 en dessous de 1. Et si on est en dessous de 1, eh bien, si une personne transmet à moins d'une personne, eh bien, si on est à 0,5 par exemple, eh bien, voilà, 1000 personnes transmettent à 500 personnes, qui transmettent à 250, et in fine, on arrive à 0. Donc, c'est difficile de savoir exactement quel est pour le moment, voilà, le taux d'immunité de groupe est aux alentours de 60%. On en saura plus une fois qu'on aura les résultats des études épidémiologiques très vastes, dont celle qui a été lancée en Allemagne sur 100 000 personnes. Ça va être intéressant d'avoir aussi les résultats de l'étude épidémiologique qui a été lancée hier sur 600 enfants en Île-de-France, parce qu'on a vraiment aujourd'hui, pour pouvoir affiner ces chiffres et ces modèles, besoin de savoir précisément quelle est la diffusion du virus à l'échelle de la population, et donc surtout de connaître ce fameux taux de personnes asymptomatiques. Voilà, aujourd'hui, voilà, oui, là j'ai mon équipe qui me dit que Olivier Véran a dit que 10% de la population française serait à l'heure actuelle immunisée, mais il a précisé qu'aucun pays n'était capable de donner un pourcentage de nombre de personnes ayant contracté le virus, donc c'était, je pense, des chiffres un peu au doigt mouillé. Donc voilà, donc on a effectivement besoin, pour tirer des conclusions, d'avoir une étude relativement large sur la population générale. Et une fois qu'on pourra affiner ça, effectivement, 100 000 personnes, c'est une bonne cohorte épidémiologique. En Allemagne, ça permettrait d'affiner ces chiffres et donc de pouvoir aller plus vite vers une estimation de quelle serait l'immunité de groupe. Mais c'est tout le dilemme qui est posé par la situation actuelle, hein, puisque en l'attente de vaccins, on ne peut compter que sur l'immunité de groupe pour interrompre définitivement la maladie. Et d'un autre côté, évidemment, le confinement retarde la diffusion du virus. Donc on est dans un rapport bénéfice-risque là aussi qui est un petit peu complexe. Et ce qui est certain, c'est que la réouverture des écoles et le début du déconfinement bien, va nous donner aussi, va être riche en enseignements de ce côté-là sur la remise en circulation du virus et sur le nombre de personnes contaminées. Voilà, on vient de me poser une dernière question sur les masques faits maison, les masques FFP2 et chirurgicaux, mais on me signale d'un autre côté qu'il est déjà 10 heures, mais le temps passé avec vous est tellement de qualité, tellement rapide qu'on ne voit pas le temps filer. Pour les masques, je vais pas y répondre tout de suite. Ce que je peux vous faire, c'est éventuellement vous renvoyer à la chronique que nous y avions consacrée sur la différence entre les masques chirurgicaux, les masques FFP2 et les masques en tissu. Certes, les masques en fait, si vous voulez, en deux mots, les masques FFP2 sont des masques étanches qui protègent dans les deux sens, c'est-à-dire que ça protège si la personne est contaminée vers l'extérieur, mais ça empêche aussi de l'extérieur et c'est uniquement vraiment réservé au personnel médical pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, parce qu'il baigne dans un environnement qui est hyper chargé en particules virales. Vous, quand vous vous baladez dans la rue, et même quand vous êtes dans une boutique ou au supermarché, la concentration de particules virales dans l'air, normalement, n'est pas suffisamment élevée, a priori, jusqu'à preuve du contraire, pour vous contaminer juste en respirant l'air qui passe. Donc un masque chirurgical ou un masque en tissu qui normalement va dans le sens de la protection des autres, c'est-à-dire que en mettant un masque en tissu ou un masque chirurgical, vous protégez les gens autour de vous, bien ça peut avoir un très très léger effet
mais qui n'est pas tout à fait avéré. Ce qui est certain, c'est que pour le déconfinement, si tout le monde porte des masques, évidemment, on augmente la capacité de protection collective. Et donc, dans ce sens-là, les masques en tissu seront certainement une très bonne option pour freiner un peu plus. C'est juste une option supplémentaire, quelle que soit son efficacité avérée. En tout cas, un geste barrière en plus à ajouter à tous les gestes barrières et à la distanciation sociale. Qui sont, eux, avérés, dont l'efficacité est avérée. Et bien voilà, ma foi, il est 10h03. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce direct du mercredi matin. Merci pour vos questions. Je vous renvoie évidemment aux chroniques quotidiennes tous les jours à 8h55 à l'antenne de radiographie du coronavirus sur le site de franceculture.fr où vous pouvez trouver non seulement sous l'étiquette radiographie du coronavirus, mais également sur toutes les autres émissions dans les matins. Bref, dans l'esprit public, vous allez voir dans toutes ces émissions qui ont repris le cours de l'antenne, dans les podcasts, dans toute la production numérique originale, pour vous informer vraiment de manière la plus solide possible sur cette épidémie et sur tous ses aspects, pas seulement sur les aspects scientifiques, sur les aspects politiques, économiques, sociologiques. Je vous enjoins bien évidemment de rester en contact avec France Culture. Nous, on ne perd pas contact avec vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, même dans ces conditions confinées. Prenez bien soin de vous, faites attention les uns aux autres, faites attention à ne pas lire et à ne pas partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si vous avez un doute, posez-nous des questions sur Twitter, sur France Culture. Je vous assure, si c'est demandé gentiment, poliment et avec le sourire, on vous répondra toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée.